Et si au fond, ce qu'on appelle un trouble de la personnalité, ce n'était pas vraiment un problème qui vient de la personne, mais plutôt une réaction parfaitement logique à un monde qui, lui, est dysfonctionnel. C'est une question assez radicale et c'est justement ça qu'on va explorer ensemble. On va un peu démonter, déconstruire les grandes catégories officielles de la psychologie. Et cette question, elle est vraiment centrale, hein. C'est le cœur de toute notre réflexion. Ça nous oblige à tout remettre en question, même ce qu'on considère comme normal. Allez, on plonge. On va voir comment la vision classique, celle d'Emmanuel, se heurte à une autre manière de voir les choses, une perspective bien plus large et, qui sait, peut-être bien plus juste. Bon, avant de tout remettre en cause, il faut quand même savoir de quoi on parle, pas vrai? Donc, pour commencer, on va jeter un œil à la référence en psychiatrie, le DSM-5. On va voir comment ce gros manuel organise, comment il classe les personnalités qu'il considère comme troublées. Alors, voilà comment ça marche dans le DSM-5. On a 3 grandes boîtes, 3 clusters comme ils disent. D'abord, le cluster A, c'est la boîte des profils un peu bizarres, excentriques. Ensuite, le cluster B, là on met les personnalités dites dramatiques, émotionnelles. Et enfin, le cluster C pour tout ce qui est anxieux ou créatif. Bon, sur le papier, ça a l'air super propre, bien rangé, mais la vraie question c'est, est-ce que ça a vraiment du sens? Et c'est là justement que les choses commencent à coincer. Parce que ce système qui a l'air si net, si clair, eh bien il pourrait être complètement trompeur. En fait, il ne fait que regarder les apparences sans jamais s'intéresser à ce qui se passe vraiment à l'intérieur, au fonctionnement profond de la personne. Voilà, c'est ça le nœud du problème. Le DSM, c'est un peu comme un botaniste qui déciderait de classer les plantes juste par la couleur de leurs fleurs. Il mettrait toutes les rouges ensemble, toutes les jaunes ensemble, sans se soucier une seconde de leur génétique, de leur vraie famille. C'est exactement ça. Il observe ce qu'on voit de l'extérieur, les comportements, mais il passe complètement à côté de l'architecture profonde de la personnalité. Tenez, un exemple parfait pour illustrer ça. On prend les profils schizoïdes et schizotypiques. Dans le DSM, ils sont rangés l'un à côté de l'autre, dans le fameux cluster A, parce qu'ils ont l'air bizarres tous les deux. Sauf qu'en réalité, au niveau de leur structure psychique, c'est le jour et la nuit. Le schizoïde est plutôt sur une structure névrotique, son soi est solide, il se protège du monde. Le schizotypique, lui, est du côté de la psychose. Son soi est beaucoup plus fragile, son rapport à la réalité peut être carrément altéré. Les mettre dans le même sac, ça n'a juste aucun sens sur le plan structurel. Du coup, si classer les gens par symptômes, ça ne marche pas, on fait comment? Eh bien, il y a une autre approche, beaucoup plus pertinente. L'idée, ce serait d'arrêter de regarder les traits de caractère pour se concentrer sur autre chose. La capacité de la personne à fonctionner. Est-ce qu'elle arrive à gérer ses émotions, à s'adapter aux autres, à naviguer dans le monde? Et là, on pourrait imaginer une sorte d'échelle avec 3 grands paliers. Tout en haut, on aurait le niveau autonome adapté. Là, la personne gère bien sa vie, ses relations, tout roule. Au milieu, le niveau borderline adaptatif. La vie est possible, bien sûr, mais c'est plus compliqué. Il y a des conflits, des difficultés à répétition. Et tout en bas, le niveau désorganisé, désadapté, où là, oui, la capacité à fonctionner est vraiment, vraiment compromise. On voit bien qu'on n'est plus dans des petites boîtes rigides, mais sur une échelle beaucoup plus vivante, plus dynamique. Mais attention, même cette vision par fonctionnement, il lui manque un truc énorme même, le contexte, l'environnement social. Parce que, et si le problème, à la base, ne venait pas de la personne, mais du monde dans lequel on la force à vivre? C'est là que ça devient vraiment fascinant, quand on regarde le décalage monstrueux qu'il y a. Pensez-y, notre cerveau, notre psychologie, a passé des centaines de milliers d'années à évoluer pour vivre en petites tribus, des groupes soudés, où tout le monde se connaît, où on coopère. Et aujourd'hui, on se retrouve parachuté dans des sociétés de masse, anonymes, où c'est la compétition permanente, l'individualisme roi. Pour notre cerveau de primate, c'est un environnement qui est juste complètement contre nature. Et si on regarde les choses sous cet angle, tout change. Les troubles ne sont plus des troubles, ça devient des stratégies d'adaptation, des stratégies logiques. Le retrait du schizoïde, c'est une façon de se protéger d'une société qui est trop intrusive, trop bruyante. Le narcissisme, c'est une arme pour survivre dans un monde de compétition acharnée. Le fonctionnement borderline, c'est peut-être juste le reflet d'un environnement qui est lui-même chaotique et imprévisible. Ce ne sont plus des maladies, ce sont des réponses. Mais on peut aller encore plus profond, parce que ces stratégies, ces réponses, elles ne sortent pas d'un chapeau. Elles sont directement connectées à nos mécanismes de survie les plus anciens, les plus primaires, ceux qu'on partage avec tout le règne animal en fait. Voilà l'idée clé. Quand notre environnement social devient trop stressant, trop menaçant ou juste incohérent, notre cerveau ne va pas inventer un nouveau trouble. Non, il va faire quelque chose de beaucoup plus simple.
Il va réactiver de très, très vieux programmes de survie. Des programmes qui sont gravés dans notre biologie depuis la nuit des temps. Le premier de ces vieux programmes, c'est la fuite. C'est la stratégie de l'évitement, du repli sur soi, de l'isolement. Le but biologique est super simple, mettre de la distance avec le danger pour se protéger. Le deuxième programme, c'est l'attaque. Là, c'est tout l'inverse. C'est la confrontation, la recherche de domination, la manipulation. L'objectif, c'est pas d'éviter la menace, c'est d'aller au contact et de la neutraliser, de prendre le dessus pour survivre. Et enfin, il y a la troisième grande réponse, la torpeur, le freeze comme on dit, le figement. On ne bouge plus, on est hyper vigilant, on contrôle tout de manière obsessionnelle. L'animal, ou l'humain dans ce cas, se fiche sur place en espérant que le danger passe, tout en scannant l'environnement au moindre micro-détail. Et là, tout s'emboîte. Chacun des grands profils de personnalité qu'on a vus peut être compris comme la fixation, la cristallisation de l'une de ces trois stratégies animales. Notre société moderne active ces programmes en permanence. La fuite, ça donne quoi? Les profils schizoïdes, évitants. L'attaque, les profils narcissiques, antisociaux. Et la torpeur, ça donne les profils paranoïaques, obsessionnels et même schizotytiques. Ce ne sont plus du tout des troubles, ce sont des spécialisations, des adaptations à un monde qui est perçu comme hostile. Et tout ça, ça nous laisse avec une question franchement vertigineuse. Si notre psychologie, si nos personnalités ne sont finalement que des adaptations à notre environnement, alors il faut peut-être arrêter de regarder l'individu et regarder la société droit dans les yeux. Et lui poser la question, mais au fond, quel genre d'être humain es-tu en train de créer?